Hello à tous, ici Antéphile, je vous retrouve en pleine nuit pour une critique à chaud de Free From Hell que je viens de voir à l'instant, le nouveau film de Rob Zombie et suite de The Devil Reject, et étape importante pour la suite de carrière de Rob Zombie au cinéma, et on va aborder pourquoi tout de suite. Voilà, donc avant de faire la critique de ce Free From Hell, il est important de faire un petit état des lieux de la carrière de Rob Zombie. On va pas revenir sur sa carrière complète, voilà, parce que les fans la connaissent. On va pas revenir dessus, sinon ça va rallonger inutilement cette critique. Mais il est important de voir un peu le parcours de Rob Zombie depuis la sortie de The Devil's Reject en 2006, qui est 2005, pardon, qui est son plus gros carton à ce jour, qui est son film référence, et ce pourquoi on a aujourd'hui ce Free From Hell. Depuis The Devil's Reject, Rob Zombie a continué sa carrière de cinéaste et en parallèle sa carrière de musicien, qui est sa carrière principale dans laquelle il a débuté. Par la suite, il a réalisé les clips de White Zombie, puis de Rob Zombie, qui l'ont emmené jusqu'à House of the Thousand Corpses, la maison des mille morts, voilà, dans la version française, et donc avec cette carrière musicale en parallèle. Une carrière musicale qui, je pense, reflète un peu l'état d'esprit de Rob Zombie et qu'on peut retrouver sur ces films qui ont suivi. Ce sont des albums qui, depuis Illy Billy Deluxe, son premier album solo après la fin de White Zombie, des albums qui ne sont pas très longs en fait, ce sont des albums qui vraiment dépassent à peine les 30 minutes, mais par la suite la durée des titres sur les albums se sont réduits. On a des durées de titres qui oscillent entre les 2 minutes 50 et 3 minutes, et vraiment des fois c'est un album entier avec des titres de 2 minutes 50. On sent que Rob Zombie, depuis la fin de White Zombie, il gère sa carrière solo, mais avant White Zombie était quand même une entité. C'était un groupe où chaque musicien avait sa patte, apportait quelque chose. C'est un travail entre musiciens. Sur les albums de Rob Zombie, c'est quand même des projets solo de Rob Zombie. C'est sa patte, c'est particulièrement son univers, c'est pas pour rien qu'il a son nom dessus, sinon il aurait monté un autre groupe, Zombie quelque chose, et pas Rob Zombie. Et on sent ça sur le fait qu'il a peut-être pas envie de se pencher totalement sur l'écriture des chansons. Il aime bien réaliser les clips, ça on le sent, ces clips sont super chiadés, ils sont vraiment géniaux. Pour les films, c'est la même chose, on voit qu'il adore réaliser. Là, pareil, la réalisation de ses films, à part sur La Maison des Mille Morts, où c'était très clipesque, par la suite, il a réussi un peu à tailler dans sa mise en scène et avoir une identité propre, et qui en fait qu'il a eu ce succès au cinéma. On l'a un peu mis dans le cercle des Masters of Horror. Ses défauts se sentent donc dans les scénarios. Les scénarios ne sont pas super intéressants. Pour les remakes d'Halloween, c'était des remakes, donc il y avait déjà une histoire à la base, les histoires de John Carpenter, donc il a fait que broder un petit peu, rajouter des éléments à sa façon, mais par la suite c'est des projets avec des scénarios qui ont été écrits par lui-même. Ce sont des scénarios qui de ce fait ne sont pas super travaillés, et ce qui ont causé un peu les échecs au box-office de ces films. Les critiques ont complètement égratigné The Lord of Salem et 31, et je fais partie de ces critiques-là. Pour moi, ces films étaient des ratages total. En fait, les deux premiers films, La Maison des Mille Morts et The Devil's Reject, avaient des budgets de 7 millions de dollars, des budgets assez conséquents. Et The Lords of Salem est tombé à 1 500 000 $, ce qui est vraiment très peu. Pareil pour 31, des budgets à 1 500 000 $. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi avec des budgets aussi étriqués? Il aurait fallu compenser un peu par le scénario, travailler un peu plus certaines idées, même si les idées de base sont assez originales. Il y avait un manque flagrant de travail sur les personnages, sur le scénario. Et malheureusement, ces critiques acerbes et ces échecs au box-office, parce que je crois que les films ont à peine rentabilisé leur budget, ont entaché pas mal la réputation de Rob Zombie auprès des producteurs et surtout des gros studios hollywoodiens. Il s'est retrouvé avec 31 à faire du crowdfunding autour de ce film-là, et ce qui a empêché aussi complètement Rob Zombie de porter à l'écran des projets qui lui tenaient à cœur. De tête, il voulait faire un film sur une BD, je crois que c'est Tyrannosaurus Rex, un film sur une équipe de hockey, un film, une comédie sur je crois que c'est sur les Marx Brothers, je crois. Ça, c'est vraiment de la culture américaine. Et de ce fait-là, les projets sont complètement tombés à l'eau parce que les producteurs ont complètement lâché Rob Zombie. Il a des distributeurs américains, parce qu'une fois que le film est produit, il faut bien trouver un distributeur. Donc ça, pas de souci, ils trouvent des distributeurs, mais les producteurs, ce sont je dirais pas des proches, mais ils cherchent un peu dans les sphères autour de lui, et ce ne sont pas des gros studios qui l'aident à mettre en place son projet. Et Rob Zombie, complètement bloqué par le fait que toutes ces idées qu'il voulait mettre à l'écran étaient tombées à l'eau, n'avait plus vraiment de projet à mettre en place. Et il s'est retrouvé malheureusement à se dire, bon ben j'ai un succès, que tout le monde associe mon nom à ce projet, je vais essayer de donner une suite à ce film, et c'est pour ça qu'il a réalisé Free From Hell, qu'il a relancé la franchise liée au Devil's Reject, on va appeler ça comme ça,
parce qu'il n'avait plus d'autre option. C'était un film, je vais pas dire fait par opportunisme, mais un film fait parce qu'il n'avait plus d'autre option que de produire une suite à son plus gros succès. On va tout d'abord débuter avec le casting, avec bien sûr Sheri Moon Zombie dans le rôle de Baby, Bill Moseley dans le rôle de Otis Driftwood et Sid Haig dans le rôle du Captain Spaulding. Sid Haig qui a causé le premier gros déboire de ce film, c'est que Sid Haig, qui était donc le Captain Spaulding dans La Maison des Mille Morts et The Devil's Reject, était très malade pendant le début du tournage de Free From Hell, et ce qui a contraint Rob Zombie à complètement supprimer le personnage du film, car Sid Haig n'a pu en fait tourner que 5 minutes d'apparition à l'écran. Heureusement ils l'ont pas mis sur l'affiche, ça fait que l'affiche n'est pas mensongère. Bon, à part le titre qui n'est plus valable, Free From Hell, maintenant c'est To From Hell, le personnage du Captain Spaulding a été remplacé par Wilson Foxworth Coltrane, interprété par l'acteur Richard Blake, un personnage qui est surnommé The Midnight Wolf Man. Alors c'est un serial killer qui est en fait le demi-frère de Otis et de Baby. Donc ce personnage, on apprend qu'ils ont un demi-frère, il est greffé là à l'histoire. Le problème c'est que c'est censé être un serial killer, mais on ne sait rien de son passé. À aucun moment on sait quel est son parcours, qui l'a tué, combien de meurtres. On sait que le personnage est dangereux, on n'en sait pas plus. Heureusement, l'acteur Richard Blake, qu'on avait vu dans 31, qui était l'un des bad guys principaux, a un charisme assez important. Il a une bonne gueule, il a une bonne complicité avec le personnage d'Otis. De ce côté-là, ça rattrape bien l'absence du Captain Spaulding. Ce qui amène à l'un des plus gros défauts du film, c'est Sheri Moon Zombie. Elle en fait, mon Dieu, trop pendant la toute première heure du film. Elle a dû se repasser The Suicide Squad en boucle. Le personnage Harley Quinn à côté, c'est un modèle de sobriété. Elle pourrait être surveillante dans une bibliothèque. Elle est super calme à côté de Sheri Moon Zombie. On a envie de lui mettre des claques toutes les 5 minutes. On n'en peut plus. Elle est maniérée, elle gesticule, elle parle comme une gamine. C'est insupportable. Heureusement, quand le film change de ton à la moitié du métrage, heureusement son personnage change aussi de ton, mais si elle avait été là pendant les 2 heures, le film aurait été absolument insupportable. Je le redis, il va falloir s'accrocher pour supporter le personnage de Baby, parce qu'il est atroce. Je vais pas m'étendre dessus, mais ceux qui font vraiment attention aux prestations de jeu d'acteurs vont vraiment hurler à voir Sheri Moon Zombie dans ce rôle. Alors pour le scénario, c'est la suite directe de The Devil's Reject. Je vais pas faire de spoiler sur l'intrigue, je vais dire les grandes lignes, mais je vais pas rentrer en détail. De toute façon, il y a malheureusement pas énormément de scénario, donc je vais dire certains éléments d'intrigue pour placer des éléments importants, pour les placer dans l'histoire, mais je vais pas les développer, donc pour ne pas spoiler. C'est donc la suite directe de The Devil's Reject. À la fin de The Devil's Reject, ils étaient dans la voiture, comme à la fin de La Horde Sauvage, à laquelle Rob Zombie a voulu rendre hommage. On voyait Captain Spaulding, Baby et Otis criblés de balles dans la voiture. Ça ne laissait aucun doute à la fin du film que les personnages étaient décédés. Heureusement, Rob Zombie, par une petite pirouette scénaristique, arrive à justifier qu'ils sont encore là, et qui donne aussi le titre au film Free From Hell, les 3 rejetons de l'enfer. On pourrait les nommer comme ça, les 3 revenus de l'enfer. Alors c'est pas un spoil parce qu'on voit ça directement à l'intro du film. On les voit être criblés de balles et les médecins leur donnent à chacun une chance sur 1 million de s'en sortir. Et ils s'en sortent. Les médecins les soignent et donc on les juge. Ils ont des condamnations chacun, mais ça se passe 10 ans après les événements du premier film. Ce qui va amener à l'intrigue principale du film, c'est l'évasion et de leur cavale. Et le problème là, c'est que leur cavale traîne énormément en longueur. À partir du moment où Otis et Baby s'évadent, ils se rendent chez un personnage, mais ce placement d'intrigue se passe pendant 1 heure. 1 heure à l'écran où ils sont quasiment dans un même lieu. C'est long, ça parle, on se croirait chez Tarantino et c'est assez imbuvable. Heureusement il y a des scènes de meurtre qui arrivent, qui relancent un peu tout ça, mais heureusement au bout d'1 heure ça change de location, ça se passe au Mexique, les personnages se retrouvent au Mexique, mais là aussi voilà, ils se retrouvent un peu dans la même situation, les personnages se posent et ça parle, jusqu'à ce qu'il y ait un sursaut dans l'intrigue, sursaut vraiment
salutaire parce que sérieusement on n'en pouvait plus. Le film fait 2 heures, il aurait pu faire largement 1 h 30, il aurait pu couper un tas de scènes, des scènes qui auraient pu passer directement à l'action. Je vais pas dévoiler donc de l'intrigue, mais des personnages qui se retrouvent dans une situation, qui se retrouvent à parler, ils auraient pu parler pendant 5 minutes avant qu'il y ait un revirement, et pas parler pendant 20 minutes, être dans des situations totalement anecdotiques. Et là je comprends pas que Rob Zombie fait durer son film 2 heures, alors qu'à 1 h 30 ça aurait fait le taf, mais largement. Alors j'y reviens, heureusement, il y a des scènes de meurtre, assez brutales. Ce qui ramène aussi encore un défaut du film, c'est qu'à cause du budget de 3 millions de dollars, voilà, donc les 2 premiers c'était 7 millions, celui-là 3 millions, et il y a beaucoup d'effets numériques. Les impacts dans les crânes, on voit que c'est des incrustations faites au numérique, et les incrustations sont super mal faites. Et pour quelqu'un comme Rob Zombie qui est fan des films des années 70, fan des films des années 80, franchement ça fait tâche de voir ça. Heureusement le personnage de Baby se défend avec un arc. Elle n'a pas choisi la voie des armes, mais à un moment elle trouve un arc, donc elle tire sur les personnages avec un arc. Ça remonte un peu le métrage dans le gore par rapport aux effets numériques. D'ailleurs une scène de meurtre de Baby à l'arme blanche qui est vraiment brutale. Heureusement aussi qu'il y a cette scène, parce que les scènes numériques font vraiment mal aux yeux. Alors maintenant on va passer à la réalisation. La réalisation pour moi c'est le gros point fort du film. Après un Lords of Salem qui était assez, je trouve, assez plat au niveau de la réalisation, au niveau des effets, et un 31 aussi qui aurait pu être beaucoup plus recherché par rapport à son intrigue. Là la réalisation sert vraiment le propos. Rob Zombie n'en fait pas trop. Dans son premier film La Maison des Mille Morts, c'était une orgie de cuts, d'images, d'effets stroboscopiques, ça en devenait assommant à la longue, mais là il a vraiment trouvé le juste milieu, et surtout c'est qu'il est vraiment de retour dans ce qu'il apprécie vraiment. C'est le Massacre à la tronçonneuse en fait, Massacre à la tronçonneuse 1 et Massacre à la tronçonneuse 2, en utilisant un grain de pellicule vraiment fortement influencé par les années 70, donc on a beaucoup de grains à l'image, on a vraiment l'impression que c'est filmé pendant les années 70. De ce côté là c'est vraiment parfait pour la réalisation. Pareil pour le premier tiers du film, il y a beaucoup de séquences qui sont filmées par la télévision, les personnes qui sont un peu interrogées, comme à l'époque des meurtres de la Manson Family, avec une ambiance assez malsaine. La bande son qui soutient toutes ces images, toutes les parties qui se passent un peu dans la prison, c'est vraiment malsain. De ce côté-là, je crois que c'est la bande son la plus malsaine qu'ait pu avoir Rob Zombie. Par contre, quand ça se délocalise au Mexique, là ça se calme un petit peu. Malheureusement, là aussi, parce qu'il y a beaucoup de scènes de parlotte, jusqu'au climax final où là la réalisation se réveille un petit peu, a encore quelques petits effets, mais par rapport à la première partie, on sent que la réalisation est moins travaillée, et la bande son c'est pareil, elle appuie moins les scènes, notamment le climax qui aurait dû avoir une bande son un peu plus percutante, ce qui est un peu dommageable parce que le compositeur de la musique du film c'est Zeus. Les métalleux le connaissent, c'est un gros producteur de métal qui a produit des albums de Slayer et dans des albums de Rob Zombie. On aurait pu s'attendre à une bande son un peu plus métal, une bande son qui swing un petit peu, c'est pas assez percutant par rapport à la réalisation. Et un défaut dans la réalisation, j'ai eu l'impression des moments de voir un workprint du film, c'est pas du tout un workprint, c'est la version qui est sortie aux USA en vidéo. Et il y a une scène, je vais pas spoiler non plus, mais il y a un insert, j'ai l'impression qu'il n'était pas à la bonne place du film. C'est un insert entre deux scènes, il apparaît l'instant de 2-3 secondes, on le voit, on sait pas ce qu'il fout là, et en plus cet insert revient après. Donc à mon avis c'est une erreur de montage et je comprends pas qu'elle soit là-dedans. On dirait que le monteur s'est dit merde il me reste ça, qu'est-ce que j'en fais, bon ben je le colle là. C'est assez incompréhensible de ce côté là, j'ai l'impression qu'il y a un petit côté amateur qui a dû se faire sur la production. Je vais pas m'étendre plus sur le film parce que je veux vraiment rien vous spoiler. Je vais rien dire non plus des petits caméos qu'il y a, des personnages en guest star. Pour la note je vais mettre 2,5. Je suis vraiment déçu déjà par sa longueur. Le film est beaucoup trop long, je comprends pas. Rob Zombie qui justement fait des chansons courtes sur ses albums, fait des albums courts, ça peut être un défaut, c'est aller directement à l'essentiel. Pourquoi est-ce qu'il a fait un film de 2 heures? Le film est beaucoup trop long, j'avais placé beaucoup d'espoir dedans, dans la suite de la carrière de Rob Zombie, parce que pour lui c'est quand même un tournant assez important, donc c'est pas important pour moi mais surtout pour lui, parce que heureusement il a quand même des producteurs sur ce film là. C'est Saban Film qui distribue le film. Alors les producteurs de Power Rangers, je sais qu'ils font des films d'horreur, mais bon je m'attendais pas à ce que Saban produise ce film là, et Lionsgate qui produit aussi, mais il n'y a pas de studio. Alors maintenant pour la suite, est-ce qu'il va faire un nouveau film en crowdfunding? Est-ce que des producteurs vont vouloir s'associer avec lui si le film fait un échec au box-office? Pour l'instant ça va être tendu au niveau de la suite de la carrière cinéma de Rob Zombie, et on est à se demander si en fait il n'est pas surestimé en tant que musicien, parce que ses albums ont quand même perdu beaucoup en qualité, et le cinéma, on le met au niveau de certaines Masters of Horror, mais c'est pas du tout un Masters of Horror, et puis il a pas du tout la filmographie de grands cinéastes. Je vais pas dire de nom, parce que là j'aurais du mal un peu
à l'associer avec d'autres cinéastes. Pour l'instant, au niveau du cinéma, c'est vraiment pas ça. Et là, Rob Zombie a foncé, je vais pas dire droit dans le mur, mais il n'a pas pu renouveler sa carrière. Et pour la suite, alors on verra bien ce que ça va donner et les annonces qui vont être faites ou pas sur ses prochains projets au cinéma. Alors merci d'avoir suivi cette critique, n'hésitez pas à vous abonner, partager, liker, commenter, à passer sur anteverse.fr, notre page Facebook, et moi je vous retrouve très rapidement. Tchuss!